Le rapport de la Cour des comptes, on s'est exprimé dessus, mais on peut dire qu'il est d'une tonalité radicalement différente du rapport précédent que la Cour des comptes avait fait sur l'éducation prioritaire. C'est un travail sérieux, et c'est un rapport qui, dans son introduction, prend le soin de dire que l'éducation prioritaire, certes, n'a pas réussi à raccourcir les écarts des réussites scolaires tels que ça pouvait être fixé, mais que sans la présence de l'éducation prioritaire, ces écarts auraient explosé. Mieux même, si je veux m'appuyer sur le texte lui-même, qu'il fallait renforcer l'efficacité des dispositifs en les ciblant davantage, que cette politique constituait le principal outil pour répondre aux failles du système scolaire en termes d'équité et d'efficacité. Principal outil. Et que la Cour des comptes, je cite toujours, ambitionne que l'éducation prioritaire soit considérée comme un laboratoire de l'école du socle commun et d'expérimentation des pratiques pédagogiques innovantes. Donc, c'est pas n'importe quoi. Un rapport sérieux qui reconnaît que l'éducation prioritaire, alors, le dit pas-elle à travers une discontinuité de pilotage depuis sa création, a produit quand même des effets et constitue la seule politique publique de lutte pour l'égalité des droits dans des territoires ségrégés, scolairement peut-être, mais ségrégés par je vous explique qu'il y avait un certain nombre de réflexions et de mesures qui allaient dans le bon sens. Il souligne l'importance de l'enjeu de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Il le souligne en disant que c'est un outil efficace. C'est apprécié dans le contexte de politique éducative ministérielle. Il fait aussi référence à la politique des cycles. Là aussi, ce n'est pas anodin dans le contexte de la politique éducative aujourd'hui. L'existence des réseaux REP+ et REP sont confortés. Et il est suggéré également de prendre en compte les écoles dites orphelines. Il revient sur cette question de répartition des moyens dans une problématique qui est assez proche de celle qu'on évoque depuis 10 ans, en disant il y a des moyens spécifiques qui sont accordés à l'éducation prioritaire, mais que par ailleurs, il faut qu'il y ait une allocation différenciée des moyens ordinaires, en tenant compte dans l'ensemble des écoles et des établissements des caractéristiques sociales. Donc, j'ouvre la parenthèse là-dessus, mais c'est une proposition qu'on a faite quand on a fait notre premier manifeste en 2007, pour la création des rares, qu'on a repris le manifeste de 2017 en disant il faut qu'en France, on puisse sortir du système binaire. On est dans l'éducation prioritaire ou on est nulle part ailleurs. Et donc, il y a déjà eu un progrès, RAR et RRS, puis REP+, REP. On sait qu'il y a eu des entrées en REP et des sorties en REP, donc c'est à la disposition du directeur, mais que cette question d'une allocation différenciée des moyens est une vraie question. On avait organisé une rencontre de l'EZP avec l'ADEP, on nous avait expliqué comment c'était mis en œuvre dans le premier degré, mais qu'ensuite, même s'il y a des outils qui sont fournis aux recteurs, bien entendu, c'est les recteurs qui décident des considérations. Autre point important, le rapport dit très clairement que si cette attribution de moyens n'est pas accompagnée d'un pilotage fort, pour les réseaux les plus difficiles, elle risque d'être avec des effets très faibles. Et cette question du pilotage revient. Renforcement du pilotage académique, élaboration d'un référentiel académique, ça on peut en discuter. Nous, ça nous a rappelé le bilan qui était peu connu des réseaux en mission rare en 2010, qui a été fait par la DGESCO et qui a été torpillé par la plage Châtel-Blanquer. Parce
qui voulait créer Éclair. Et ce rapport précisait notamment qu'en termes d'évaluation de la politique des réseaux en mission réussite, il fallait fortement améliorer le pilotage académique. La priorité est donnée au remplacement des personnels exerçant en éducation prioritaire. Alors, une chose qui nous a fait sourire, c'est la reprise d'une proposition qu'on a faite, qui ne bouleverse pas la face du monde. Hein. C'était la possibilité pour un personnel affecté à titre définitif dans un collège ou une école ordinaire, et qui le souhaitait, de pouvoir détacher en éducation prioritaire une durée déterminée, 5 ans, et au bout des 5 ans, soit il opte pour rester en éducation prioritaire, soit il réintègre son poste. Bon, ça ne suscitera pas une levée en masse, hein, on le sait, mais le fait que la Cour des comptes prenne soin de reprendre cette proposition n'est pas anodine. La volonté de renforcer la place de l'éducation prioritaire dans la formation initiale et dans la formation continue. Alors, la Cour des comptes s'exprimait en termes de formation initiale constante, hein, c'est-à-dire au niveau des SP. On sait que là, il y a beaucoup de progrès à accomplir. Enfin, des préconisations concernant le développement de la mixité sociale, avec d'une part des mesures pour un meilleur travail avec les collectivités sur la constitution de la carte scolaire, et c'est dit quand même avec beaucoup de pudeur, mais c'est dit quand même une incitation à ce que l'enseignement privé soit concerné par la carte scolaire. C'est pas n'importe quoi, c'est dit, et c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ceci nous va bien. Ceci nous va bien, et ça rencontre des préoccupations, des propositions qu'on a avancées depuis un certain temps. Il y a d'autres parties de propositions de la Cour des comptes qui nous posent question. On va en débattre. C'est la question de la labellisation. C'est la contradiction interne du rapport. Hein. C'est-à-dire que, d'une part, il prend soin de dire qu'il faut conforter les REP+, il faut conforter les REP, il maintient les REP+, il maintient les REP, et il s'interroge en même temps sur le fait que la labellisation en tant que telle pourrait nuire à la mixité sociale. Ce qui est une position qui aurait pu être défendue il y a 15 ans, quand on voyait ce qu'étaient les rares, et quand on voit ce que sont les REP+ aujourd'hui, je doute fort qu'il y ait des possibilités de mixité sociale, même s'il y avait une amélioration pédagogique extraordinaire. Les questions de fuite de certains quartiers sont à chercher ailleurs. La liste des REP+ aujourd'hui est incontestable. Et il y a des ségrégations urbaines territoriales fortement marquées. Mais c'est une question qui est dans l'air. La Cour des comptes ne l'enferme pas. L'évaluation. Alors, si la Cour des comptes ne propose pas de rendre publiques les évaluations des élèves, par contre, c'est évaluation à tour de bras. À l'entrée, à la fin, chaque année, etc. Donc là, ça rejoint une politique ministérielle, une culture de l'évaluation d'efficacité qui pose problème. Et notamment du côté de la professionnalité enseignante. C'est-à-dire que si on évaluait, pas chaque trimestre aussi, on aurait effectivement des fiches qui descendraient, il suffirait de faire du QCM et puis de les renvoyer. Ça pose quand même question. Les préconisations concernant les personnels exerçant en éducation prioritaire sont largement en dehors des enjeux. Largement en dehors des enjeux. Ce qui est proposé, c'est une reconnaissance du mérite individuel. Une reconnaissance indemnitaire. C'est en deçà de ce qui a pu être pratiqué. Il n'y a rien sur les possibilités de reconnaissance dans la carrière, sur les dispositifs de formation, il n'y a rien. Donc, c'est très en deçà de ce qu'on peut attendre. La question qui surprend tout le monde, c'est la nomination du personnel en éducation prioritaire qui ont moins de 2 ans d'ancienneté est exclue. On bien. On fait comment à Créteil-Versailles? On fait comment à Créteil-Versailles? Ou même à Amiens ou dans le Nord. On fait comment? Concrètement, il y a, là bien sûr, il n'y a pas de préconisation. Et dernier point qui nous interroge aussi,
c'est la question de l'expérimentation d'un établissement public de réseau. Alors, avance sur des œufs en disant c'est une expérimentation. C'est très compliqué. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait favorables, on a défendu dès son initiation, à l'existence de réseaux en termes de continuité pédagogique et éducative au bénéfice des élèves. On a toujours dit qu'on entrait sur cette question par la démarche pédagogique et éducative, et pas par la démarche juridique, en termes d'alignement des situations, des personnels de premier degré et second degré, car nous ne sommes pas pour les guerres de religion, hein, on est pragmatique. Est-ce qu'une par une forme juridique d'établissement de réseau permettra d'améliorer les réponses pédagogiques et éducatives? Nous en doutons. Aujourd'hui, en termes de pilotage, il me semble que l'équilibre qui a été trouvé généralement avec IEN, principal de collège, IAEPR, est un équilibre intéressant, qui reste à sans doute amélioré. Il y a de l'expertise de pilotage et de l'expertise pédagogique. Un établissement de réseau piloté par le principal de collège, je ne sais pas si ce sera très efficace pédagogiquement, y compris dans la prise en compte de l'école maternelle. On s'interroge beaucoup. Enfin, le rapport est complètement silencieux sur des éléments essentiels à la réussite des élèves, c'est-à-dire la pédagogie, le référentiel, les projets de réseau. C'est la Cour des comptes, hein. C'est le chiffrage, mais je tiens à le dire parce que dans l'ensemble du rapport, qui est un rapport, je le répète, sérieux, vraiment des bonnes analyses, il y a cette volonté de s'écarter quelque peu des chiffres. Deuxième élément dans le contexte, parce que tout ceci est intervenu dans le mois d'octobre, un mois très intéressant. Le lancement de la mission Azéma Mathieu, donc Ariane Azéma et Pierre Mathieu, une mission qui a été confiée par le ministre sur la politique de territorialisation de l'éducation. Ça intervient au même moment. Donc cette concomitance peut l'interroger sans verser dans une paranoïa aiguë. Nous les avons rencontrés le 15 octobre, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à rencontrer l'EZP, premier à être reçu. Donc on a eu un long échange. Jean-Yves Rochelle s'est reçu le lendemain. Après, ils ont été cassés pour un certain temps. Mais nous, tout de suite, on les a mis en garde contre la volonté de constituer un ensemble fourre-tout de politique territoriale dans lequel il y aurait les ingrédients éducation prioritaire, ruralité, département d'outre-mer. On pourrait rajouter les enfants en situation de handicap, comme ça, c'est pas grave. Ça a déjà été fait dans l'histoire. Hein. Donc, et pour dire que nous, notre priorité, c'est ce qu'on développera tout à l'heure, c'est qu'il y ait une évaluation de la politique éducation prioritaire refondée en 2012-2013 en termes de politique publique, distincte, et que personne n'a à gagner à ce que tout soit confondu, mélangé, ce qui rendrait illisible pour les acteurs, pour les décideurs, pour l'opinion publique, pour l'évolution des politiques. Derrière, et on l'a écrit sans le développer, on craint quand même qu'il y ait, j'y reviendrai un peu plus loin, une évolution, un changement de paradigme sur la politique ministérielle, avec cette transformation d'une politique nationale qui s'effacerait d'une certaine façon dans ces orientations au profit des grands territoires, avec des super recteurs, et un ministre qui déciderait quelques oukases de la tête, et une politique qui pourrait se décliner très différemment, y compris dans la distribution des moyens, et y compris au titre de l'éducation prioritaire d'une académie. Troisième élément, dans ce rapport, bon, il y a eu le... Je serai très, très bref sur le rapport du CNESCO sur les inégalités territoriales sur les collèges, surtout que c'est un travail sérieux qui a été fait par un géographe, mais qui prend surtout comme appui, après dans sa démonstration, le fait que sur les collèges de l'Île-de-France, le critère, c'est le nombre de précaires. Effectivement, on est à peu près sûr de résultats entre les collèges de centre-ville et les collèges éducation prioritaire
sur la rotation des personnels, les précaires, on est sur le résultat. Alors c'est quand même, je vous reporte l'interview qui est eue dans le journal Le Monde de Nathalie Mons, avec tous les enrobages habituels sur l'école de pauvres pour les pauvres, donnez moins à ceux qui ont moins, etc., sans aucune perspective, sans aucune solution, sans aucune préconisation. Ceci, je ne vais pas rouvrir le débat, mais ça renvoie aussi à ce qui a pu être écrit précédemment par la présidente du CNESCO sur l'éducation prioritaire. Mais dans le même temps, nous avons eu la communication en Conseil des ministres de Jean-Michel Blanquer sur les prochaines étapes de la réforme éducative. Le Conseil des ministres du 24 octobre. Les choses s'avancent petit à petit, mais assez clairement quand même. Les grandes mesures qui sont préconisées, les dédoublements donc en CP, CE1, en éducation prioritaire, qui illustrent la priorité donnée aux savoirs fondamentaux, sans aucune allusion à la politique d'éducation prioritaire. Le développement d'une véritable culture de l'évaluation, l'augmentation significative des postes à profil et la volonté du ministre de transformer les relations avec les territoires dans une nouvelle approche de distribution des moyens. Donc vous voyez quand même les choses sont boîtes. Nous on a un peu le sentiment, mais parce qu'on a un peu mauvais esprit, que dans la mission agenda mature, les réponses sont apportées avec les questions. Donc, on aura au printemps quelque chose qui est déjà un peu écrit. Au-delà de ça, la question qu'on se pose, c'est que nous souhaitons, à travers la réflexion qu'on porte et les initiatives qu'on veut prendre, sortir un peu d'une logique avant c'était mieux et maintenant c'est moins bien, etc. En examinant précisément la politique qui se met en place. On a le sentiment qu'on change au nom de ce qui est prôné, l'autonomie, l'efficacité, on change de paradigme. On va vers quelque chose qui se décline, qui semble apparemment contradictoire. Hein. D'un côté, une politique très conservatrice, de l'autre côté, des mesures en faveur des CP, CE1 en éducation prioritaire, mais au fond, sans toucher l'architecture très sélective du système scolaire. Même si la pensée ministérielle, mais Jean-Michel Blanquer l'a expliqué dans ses ouvrages, était de dire, si on donne beaucoup plus d'efficacité aux apprentissages fondamentaux, on a rempli notre rôle de justice sociale, et qu'après, dans un système d'élitisme républicain, le système triera par lui-même la qualité et les dons des enfants. Vous voyez un peu la démarche qui se met en place, cette notion d'efficacité assez managériale, cette volonté de donner de l'autonomie aux établissements, avec une volonté de faire recruter du personnel par les chefs d'établissement, de développer les contractuels, la notion de contrat, multiplication de postes à profil, annonce quand même un changement très libéral dans la gestion de l'école et dans ses orientations, qui peut tolérer effectivement des CP, CE1 à 12 en éducation prioritaire. Et on n'est plus dans la même logique d'une logique politique de refondation de l'école qui souhaitait une plus grande démocratisation au bénéfice des enfants des couches populaires. L'école efficace peut-elle, à elle seule, constituer un projet éducatif? Pour nous, non. Pour nous, non. Et c'est dans ce contexte général qui concerne l'éducation prioritaire au premier chef, mais au-delà de la politique éducative, que nous nous interrogeons sur l'avenir de cette politique. On a eu des prises de position un petit peu tranchées en disant y a-t-il une volonté de liquidation pour faire sortir un peu les débats. On était en contact assez fréquent avec des journalistes à l'occasion du rapport de la Cour des comptes, qui font chorus. Hein. C'est l'échec de l'éducation prioritaire. Donc c'est dit, mais quand même, pourquoi tant de haine
Pourquoi Et au contact de ces représentants de médias, c'est moi qui suis en contact, je suis effaré par leur ignorance complète de l'histoire, par leur ignorance complète des réalités de l'éducation prioritaire, par leur ignorance complète de la refondation depuis 2012, et par la volonté de ne pas savoir, de ne pas travailler sur ce dossier. Donc effectivement, on est une espèce de prêt-à-porter idéologique rapide, et ça a échoué. On veut de la mixité sociale, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut. Et donc, l'égalité des droits, apparemment, ne fait pas consensus. Ce qui fonde la politique de l'éducation prioritaire depuis le départ, depuis 1981, c'était ce projet de transformation démocratique à l'école, en rupture avec l'égalitarisme républicain, qui était fondé sur deux piliers qui nous semblent toujours pertinents, c'est-à-dire le projet interdegré, qui a donné naissance, après bien des années, au réseau. C'est à construire, c'est difficile, hein, c'est les femmes et les hommes au quotidien, avec des cultures différentes, des formations différentes, mais qui prend forme, pas partout, mais qui prend forme. Et le projet partenarial. Ce projet partenarial a été peu mis en valeur ces derniers temps. Il aurait pu être mis en valeur à travers des propositions Borloo. On va voir ce que devient les cités éducatives, sans doute que Marc quelques mots, mais on est loin de ce qui avait été engagé dans la première relance de l'éducation prioritaire en 1990, avec cette articulation entre les nouvelles ZEP et la politique de la ville, développement social urbain, développement social des quartiers, où pour être dans les nouvelles ZEP, il fallait faire partie de ce dispositif, et pour ceux qui l'ont connu, il y avait un travail de terrain. Cette histoire, apparemment, est derrière nous. En 2017, nous avions avancé, à l'occasion de notre nouveau manifeste, un certain nombre de propositions. Vous savez, on a fait des séminaires, cette fois-ci, comment faire pour ne pas abandonner en cours de route, etc., etc. Et je rappellerai rapidement ces principales propositions qui nous semblent de bon sens si on voulait continuer sur la lancée de la refondation. La première était ce qu'on appelait le terme de sanctuariser les moyens. Sanctuariser les moyens des REP+ et des REP, quels que soient les aléas budgétaires. La deuxième proposition, c'était de renforcer la continuité école-collège à travers ce qui a été engagé dans le cycle CM1, CM2, 6e, qui a été un peu percuté par la réforme du collège, il faut bien le dire, mais qui était engagé dans un certain nombre de réseaux. La troisième, c'était la volonté de recentrer, y compris dans la distribution, des moyens, à moyens constants, sur le premier degré, de renforcer les pôles des formateurs REP+, de faire en sorte que dans l'organisation, le fonctionnement de l'institution, les rectorats, les ASN, l'éducation prioritaire soit prioritaire à tous les étages. C'est pas gagné. Quelques recteurs l'ont fait, ou le font, mais c'est pas gagné. D'engager une vraie, j'aime pas du tout le terme de gestion des ressources humaines, mais une vraie reconnaissance du travail des équipes, des personnels sur la durée, en prenant soin de ces personnels, et puis de faire fonctionner un partenariat réel, éducatif, coéducatif sur les quartiers, comme ça existait même dès l'origine. Et donc, notre souci à l'Observatoire, c'est que cette politique qui est relancée en 2012, 2013, 2014, vous avez bien noté qu'elle est venue après la refondation de l'école. J'insiste à chaque fois pour dire que l'éducation prioritaire n'est pas un continent à part de l'école ordinaire. C'est jeune, c'est récent. Et la circulaire de 2014 stipule que les projets des réseaux doivent être auto-évalués, évaluation régulatrice, en 2019,
ainsi que la CAP. Donc, en avril dernier, nous avons demandé à rencontrer le ministre, que nous n'avons pas rencontré. On n'est pas les seuls, ça me rassure. Et nous avons rencontré donc son cabinet. Nous avons rappelé cette exigence au nom de la continuité de l'État. Et bien sûr, on nous a dit, mais aucun problème, il y aura une évaluation, vous y serez associés. En septembre, ne voyant rien venir, on était un peu sûr qu'on ne verrait rien venir. On a écrit pour demander à être reçu par le ministre. Nous rappelons cet engagement, on n'est pas reçu, donc on l'a rendu public. Et nous avons décidé de prendre l'initiative, non pas parce que d'un seul coup on a eu une bouffée délirante et qu'on s'est dit Blanquer, tu n'es qu'à bien tenir, le depuis arrive, mais on s'est dit, avec la mémoire, les forces et les équipes de réseau, il est très important qu'en 2019-2020, on puisse faire apparaître, même si ce n'est pas complet, la réalité de l'éducation prioritaire. Que ce n'est pas une politique qui est à la merci de quelques journalistes commentateurs de la pensée médiatique dominante. Alors, le souci qu'on a eu, c'est de constituer un conseil scientifique, une première de ZP, dont vous voyez, sonore de la présence de plusieurs membres ce soir, donc Anne Armanche, Annie Rochex, Jean-Michel Zinterchou, Marc Bablet. Il y en a d'autres, Françoise Lorsoy, qui est universitaire à directrice de recherche de CNRS à Marseille, Catherine Moison, qui a été longtemps directrice de la DEP, qui a été auteur d'un rapport très important en 1997. Patrick Picard, qui vient de prendre sa retraite du centre Alain Savary, qui est avec nous, et d'autres, et des étrangers, chercheurs étrangers, qui se joignent à nous. Parce que nous avons besoin de cet ensemble de forces, d'intelligence, d'expérience, pour demander, construire une évaluation publique de l'éducation prioritaire 2012-2019, on ne remonte pas avant, 2012-2019, avec l'ensemble des acteurs. Avec l'ensemble des acteurs. Alors, ce que nous proposons, et je terminerai un peu mon intervention liminaire ce soir là-dessus, c'est qu'il y a cette rencontre où vous direz aussi votre sentiment. Et le premier moment collectif sera le samedi 8 décembre, où nous organisons notre séminaire annuel, qui sera un séminaire pour construire ensemble des éléments qui seront destinés au réseau, pour les aider à faire leur évaluation. Il y aura plusieurs interventions, il y aura 3 ateliers, un atelier sur le référentiel, un atelier sur le collectif et un atelier sur la formation et l'accompagnement. 2 grands témoins, Anne et Jean-Yves, des interventions de chercheurs étrangers. Et notre idée, c'est qu'à l'issue de ce séminaire, on produise des éléments, y compris des éléments de tableau de bord, qu'on enverra au réseau, pour que le 26 mai, à notre journée nationale, on puisse faire état, déjà en première étape, d'un certain nombre d'éléments, les rendre publics. Ce ne sera pas terminé, mais comme le 26 mai 2019, on peut penser qu'il ne se passera pas grand-chose du côté institutionnel, il faut faire connaître ceci.